Donc, mon nom est Frédéric Lorrain, je suis professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'École de gestion, et aussi chercheur à l'Institut de recherche sur les PME, qui a une certaine réputation mondiale. Et c'est en touchant aux PME, en fait, que comme moi, comme économiste et comme spécialiste du développement régional, ça m'a amené à mieux comprendre les réalités régionales, puis à mieux comprendre les vecteurs de développement régional. Et aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de l'organisation du développement régional. C'est ce que j'appelle le hardware. C'est un terme un petit peu... c'est un terme qu'on a inventé, hein, mais je vais vous expliquer d'où ça vient et je vais donner l'exemple du principal problème des PME aujourd'hui, c'est les pénuries de main-d'œuvre. Donc, les PME sont obligées de refuser des contrats à cause de ça. Et je vais donner un exemple de hardware en parlant de pénurie de main-d'œuvre et de marketing territorial. Donc, une petite citation pour commencer, ça s'appelle « de Mosaic fallacy », c'est la fausse hypothèse qu'un système est simplement la somme de ses parties. Alors, en fait, c'est faux. Donc, dans toutes les régions, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de gens dynamiques, il y a beaucoup d'entreprises, il y a toutes sortes de gens et d'organisations qui ont des missions très particulières, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il y ait une cohérence et une coordination entre tous ces acteurs-là. Donc, l'importance de considérer les interactions. Alors, pourquoi on appelle ça le hardware? C'est quoi le hardware? Parce qu'en termes de développement régional, ça prend trois éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire les équipements physiques, tout ce qui est physique. Donc, les infrastructures de télécommunication, les infrastructures de transport, les aéroports, les routes, etc. En particulier, l'Internet rapide dans toutes les communautés. Okay? Donc, ça, c'est primordial pour avoir du développement régional. Ensuite, il y a le software. Ça, c'est tout ce qui est, dans le fond, l'aide aux entreprises. C'est ce qu'on appelle souvent le supply side, donc tout ce qui est du côté de l'offre. Donc là, on va parler d'aider les entreprises dans leur compétitivité, dans l'innovation, dans la productivité, à l'exportation, à favoriser l'entrepreneuriat, stimuler l'entrepreneuriat, la formation et la qualité de la main-d'œuvre, le financement de l'entreprise, etc. Et ça, ce sont des éléments qui sont excessivement importants. Et dans la plupart des régions, presque toutes les régions, tous les pays au monde ont du hardware et ont du software. Mais il manque une composante, c'est l'organisation de tout ça, c'est-à-dire le hardware. Okay? Donc, c'est l'organisation hardware. Et c'est de ça que je vais parler un petit peu. Donc, le hardware, pour nous, c'est trois composantes. C'est la coordination et la cohérence d'une stratégie de développement régional. C'est aussi la mobilisation des acteurs socio-économiques et surtout des entreprises. Et c'est aussi la mise en relation et le capital social. Et je vais expliquer tous ces éléments-là. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le développement régional au Québec est surtout centré sur des PME. C'est elles qui sont vraiment les créatrices d'emplois et de valeur ajoutée. Le problème, c'est que par définition, comme elles sont petites, elles font face à des ressources qui sont limitées. Des ressources en termes de moyens financiers, de ressources humaines, de connaissances, d'informations, de capacités d'innovation, d'autres expertises et d'équipements coûteux aussi. Donc, c'est plus difficile pour elles de pouvoir se donner des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie parce que c'est plus coûteux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit qu'au Québec, on a toute une série de subventions et d'incitatifs fiscaux pour favoriser l'exportation, favoriser l'innovation, favoriser la R&D. Puis on s'aperçoit que les PME, malgré tout ça, sont en retard au Québec par rapport à l'Ontario ou à d'autres régions comparables par rapport à l'exportation. Okay? L'exportation en Europe. On exporte aux États-Unis, on connaît ça, ça va. On a un nouveau traité de libre-échange avec l'Europe et le Québec traîne la patte. On n'exploite pas autant qu'ailleurs ce traité-là. Même chose pour l'innovation. Nos PME tendent à être un tout petit peu moins innovantes en moyenne que les autres. Même chose pour l'industrie 4.0, excessivement important aujourd'hui. On est en retard sur les autres provinces à ce niveau-là. Comment ça se fait? Pourtant, on est tout aussi intelligent que les autres. On ne répond pas aux incitatifs financiers et fiscaux. Donc, on ne répond pas aux mesures software. Pourquoi? En fait, essentiellement parce que les moyens sont limités, les PME perçoivent qu'elles font face à du risque et de l'incertitude. Donc, exporter aux États-Unis, on connaît, c'est nos voisins. Exporter en Europe, c'est plus compliqué, c'est risqué. Il y a beaucoup plus d'incertitude. Il y a aussi de l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quand on a l'information, mais on n'est pas sûr de comprendre l'information. Il y a aussi les compétences.
Est-ce qu'on se perçoit comme étant compétent pour faire de l'innovation, pour développer un nouveau produit, pour exporter ailleurs? Donc, ça peut être la réalisation qu'on n'est pas suffisamment compétent individuellement, ou ça peut être tout simplement une fausse perception. On a les compétences, mais on pense qu'on n'est pas compétent pour le faire. Le profil de croissance, il y a des entreprises qui ne désirent pas avoir une plus grande croissance. Les employés sont payés, sont heureux, le chef d'entreprise se paie, est heureux, prend ses vacances, a sa voiture, tout est parfait et l'entreprise ne désire pas aller plus loin. Il y a beaucoup de PME qui sont dans ce paradigme-là. Mais peut-être qu'avec un peu d'encouragement, l'entreprise pourrait quand même aller plus loin. Puis comme je le disais, ressources limitées. Sauf que si à l'interne, les ressources sont limitées, il y a des ressources partout à l'externe. Donc, on peut mobiliser les ressources externes, travailler en réseau pour pouvoir combler les besoins à l'interne. Et quand je parle de réseau, quand je parle du capital social, du capital interne, c'est les machines. Pour un économiste, quand on dit le mot capital, c'est souvent la machinerie, les équipements de production à l'interne. Quand on parle de capital social, c'est ce qu'on peut utiliser, mobiliser pour la production, mais qui vient de l'externe. Et ça peut venir de toute la communauté entrepreneuriale, que ce soit les associations d'affaires, les clients, les sous-traitants, les fournisseurs, que des organismes socio-économiques comme les institutions financières, les institutions publiques, les centres de recherche, les universités, les cégeps. Et je vais donner des exemples plus concrets de ça. Donc, si la barrière, c'est le risque, la perception que, par exemple, exporter en Europe, c'est risqué, la seule façon de gérer le risque ou de diminuer le niveau de risque, c'est soit en ayant plus d'informations, soit en étant soutenu et encouragé. Donc, plus on va obtenir d'informations, plus le risque va diminuer, et plus on va avoir d'encouragement, plus le risque va diminuer. Même chose pour l'incertitude. Donc, un chef d'entreprise peut parler à un autre chef d'entreprise, et l'autre dit, mais moi, j'ai déjà exporté en Europe. Moi aussi, je pensais que c'était un gros problème, que c'était très, très risqué, mais finalement, c'est pas si risqué que ça. T'inquiète pas, tu as les compétences pour le faire. Donc, mauvaise perception de ces compétences. C'est beaucoup moins complexe que tu peux l'imaginer. Puis, toutes les parties complexes, je vais te l'expliquer, on va le faire ensemble. Donc, l'interaction entre les chefs d'entreprise, c'est quelque chose qui est de l'encouragement, du partage d'informations, du partage d'expériences. Même chose pour l'ambiguïté. L'ambiguïté, on peut mieux comprendre l'information en parlant avec d'autres. Profil de compétences. Les fausses perceptions peuvent aussi être modifiées en parlant à d'autres chefs d'entreprise ou à d'autres personnes qui ont de l'information. Même chose pour le profil de croissance. Parfois, il y a des chefs d'entreprise qui peuvent dire « Mais toi, il me semble que je te verrais aller dans tel segment de marché. »« Ah oui, mais je ne suis pas sûr, mes affaires vont bien. »« Oui, mais moi, je t'encouragerais là-dedans. Puis je trouve que c'est un bon projet d'affaires, je suis prêt à même mettre de l'argent là-dedans. » Et les ressources limitées, les ressources limitées, il y a des ressources qui sont souvent en surplus dans d'autres entreprises. Parfois, il y a des entreprises qui sous-utilisent certains équipements coûteux, qui pourraient prêter à d'autres entreprises. Il y a des entreprises qui se mettent ensemble pour se partager une direction aux ressources humaines, pour pouvoir embaucher puis développer des pratiques de ressources humaines. Donc, individuellement, ils ne sont pas capables de se le payer, mais ils s'achètent collectivement une banque d'heures avec une personne qui travaille à temps plein pour 3 ou 4 entreprises. Donc, on peut mutualiser des ressources, on peut partager. Des entreprises peuvent partir ensemble dans un salon professionnel. Donc, aller dans un salon professionnel en Allemagne, ça coûte cher. Mais si on se partage le kiosque, ça revient beaucoup moins cher si on se partage les chambres d'hôtel, etc., etc. Donc, en utilisant le capital social, donc le réseau externe, on peut faire en sorte que les PME vont se développer beaucoup plus rapidement. Puis, en fin de compte, tous mes collègues qui travaillent sur la croissance des PME, à l'Institut de recherche des PME, me disent le principal facteur qui explique pourquoi une PME a plus de croissance qu'une autre, c'est parce qu'elle a cette capacité de réseautage à aller chercher dans son réseau ce qui lui manque. Et moi, comme spécialiste en développement régional, quand je regarde, j'essaie de comprendre pourquoi il y a une région qui se développe plus qu'une autre. Encore une fois, c'est parce qu'il y a des régions qui ont cette capacité de se réseauter, de travailler ensemble pour aller de l'avant. Puis on le voit très bien, des exemples, par exemple, comme la Beauce. La Beauce, c'est excessivement connu. Les gens se tiennent ensemble. Alors là, on me racontait cette histoire qu'il y a une entreprise de la Beauce qui a terminé un contrat avec un sous-traitant local pour chercher un contrat avec les Américains. Donc, il a pris un sous-traitant américain plutôt qu'un sous-traitant local pour une question de 3-4 cents la pièce.
Quand les gens en Beauce ont su ça, ils ont dit très bien, on décommande toutes nos commandes avec toi. C'est pas vrai que pour 3-4 cents, tu vas nous faire ça. Parce que nous aussi, on paye 3-4 cents de plus pour faire affaire avec toi parce que tu es une entreprise locale. À moins qu'il y ait une super bonne raison d'aller faire affaire à un Américain, une expertise ou une grande différence de coût, pour 3-4 cents, ça ne va pas. Donc, les gens se sont tenus ensemble. On le voit aussi à Drummondville. Drummondville, pour moi, c'est la Nouvelle-Beauce. Donc, le nouvel exemple là, de la Beauce, ça devrait être Drummondville. Eux, ils ont senti le besoin d'avoir une université sur leur territoire. Ils ont demandé à l'UQTR, chez nous, de construire un campus à Drummondville. L'UQTR, ils n'ont pas une scène chez nous, on n'a pas d'argent. Ils ont dit, ben non, on ne peut pas construire ça. Ils disent, non, non, mais on veut juste avoir le campus. Nous, on va le payer, le campus. Vous mettez des profs dedans, vous mettez des étudiants. On va payer. En 2 ans, ils ont ramassé 7 millions de dollars pour le campus. Puis on dit, on veut dans ce campus-là le bac en ingénierie, on le veut dans telle spécialité, puis on veut avoir tels équipements dans votre laboratoire. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Donc, vous voyez que les gens travaillent ensemble. Je vous donne un autre exemple de Drummondville. Il y avait un chef d'entreprise qui part dans une foire professionnelle en Allemagne. Tombe sur une machine hyper technologique et le vendeur là-bas en Allemagne lui dit, écoute, je te fais un deal. Si tu achètes la machine pendant le salon, je te fais un gros rabais dessus. Mais il faut que tu me payes là, avant la fin du salon. Alors là, lui, il avait à peu près 2-3 jours pour trouver 250 000 $. Puis il savait que la banque n'allait pas lui faire un prêt en 2-3 jours pour un montant comme celui-là. Donc, il a téléphoné à tous ses collègues chefs d'entreprise. Il a pris le téléphone, il a dit, là, je t'appelle d'Allemagne, là, ça coûte cher, j'ai pas le temps. Est-ce que tu peux me garantir 50 000 $ pour un projet qui est super important? Je t'en reparlerai. Pour avoir le culot de faire ça, ça veut dire qu'il y a des relations de confiance. Puis que ça veut dire que les autres savent que si lui fait ça, c'est parce que c'est un vrai bon projet. Et aussi que si eux ont besoin de quelque chose un jour, lui va dire oui. Donc, ça prend de la réciprocité. Et donc, en 2 jours, il avait ramassé son 250 000 $. Donc, ce genre de réseautage, des logiques de coopération, d'entraide, de partage, tout ça, ça n'apparaît pas naturellement. C'est un processus sociologique qui se travaille. Ça dépend de la culture entrepreneuriale. Donc, c'est un des éléments de la culture entrepreneuriale. Et ça prend de la participation. Il faut que tout le monde participe. Donc, si moi je t'aide, je m'attends à ce que toi tu m'aides aussi à un moment donné. Donc, ça prend de la réciprocité, de l'entraide mutuelle, de l'auto-encouragement des chefs d'entreprise qui s'encouragent à développer des projets et de la confiance entre les gens. Et ça, ce n'est pas facile à obtenir. Chez nous, en Mauricie, il n'y avait pas ça ici. Il y a 5-6 ans, il n'y avait rien de ça. Les chefs d'entreprise ne se parlaient pas, ne coopéraient pas, ils ne voyaient même pas l'intérêt de le faire. Là, on est en train de construire des mécanismes pour que la confiance soit présente, puis qu'il y ait des relations fortes, et on voit que ça commence à fonctionner. Il y avait un petit groupe de 15 chefs d'entreprise qui est rendu maintenant un groupe de 30, qui commence à devenir un groupe de 50. Et au fur et à mesure, les gens voient à quel point ça, c'est productif et que c'est utile, puis les gens vont de l'avant. C'est exactement la raison d'être des pôles de compétitivité qui ont plusieurs noms. En anglais, c'est des clusters. Le gouvernement du Québec a déjà appelé ça des grappes industrielles. Maintenant, ce n'est plus des grappes, c'est des créneaux d'excellence. Okay? Donc, c'est le fait de regrouper dans un même territoire des entreprises dans le même secteur d'activité. Okay? Donc, l'exemple classique, c'est l'aéronautique à Montréal. Très grande concentration d'entreprises d'aéronautique à Montréal. Donc, avec toute une collection de donneurs d'ordre principaux, entouré d'un paquet de sous-traitants et de fournisseurs, des institutions de recherche, des gens qui font de l'innovation, et tout est interconnecté. Et pourquoi on veut favoriser ces regroupements d'entreprises dans un même secteur d'activité? Pour 3 raisons. La première raison, c'est encore une fois le partage des idées. L'innovation, c'est toujours la combinaison de 2 idées. Okay? Donc, vous pouvez penser à n'importe quelle innovation. L'innovation, c'est toujours la combinaison d'idées différentes. Plus il y a des idées, plus il y a d'innovation, plus il y a de créativité qui circule, plus on peut aller capter ces idées-là pour aller de l'avant avec d'autres innovations. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les firmes vont se parler, vont coopérer entre elles, vont se partager les bonnes idées, tout ce qui est légal. Hein? Donc là, je ne parle pas de voler les idées des autres. Là, quand c'est breveté, ça, c'est illégal, mais tout ce qui est légal.
Donc, une firme A va commencer à développer de l'innovation. Ces innovations-là génèrent des idées qui peuvent être appropriées par la firme B et C pour développer d'autres innovations. Donc, ces firmes B et C innovent, ce qui fait un plus grand bassin d'idées qui peuvent venir influencer la firme A. Et là, vous voyez qu'on est dans un cercle vertueux qui se renforce graduellement. Donc, le fait d'être à proximité géographique, ça favorise ces échanges-là. Ça maximise la chance de pouvoir rencontrer les autres. La qualité des rencontres face à face, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'organiser quelque chose à travers Skype ou à travers Facebook Live. C'est compliqué, même qu'on a l'image de la personne, c'est mieux d'être en personne. Les contacts sont meilleurs, les échanges sont de meilleure qualité. Donc, cette proximité géographique favorise la transmission de l'information. Et là, vous pouvez rajouter toute l'histoire que j'avais précédemment, l'information, l'encouragement, l'entraide, etc. Deuxièmement, ça favorise ce que j'appelle les relations verticales, c'est-à-dire la relation entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Donc ça, c'est des relations qui sont intimes. Elles sont de meilleure qualité qu'on est à proximité pour les raisons que je viens de dire. Donc, il y a une meilleure coopération avec les sous-traitants. Il y a une plus grande qualité, fréquence et la densité des réseaux. Il y a ces logiques de coopération et d'entraide. Évidemment, bien, on évite de payer des coûts de transport. Donc, il y a toujours un avantage à avoir un sous-traitant, son sous-traitant ou son fournisseur à proximité pour avoir une coopération beaucoup plus intime pour que le sous-traitant puisse fabriquer un bien ou une composante qui est encore plus spécialisée pour le donneur d'ordre. Donc, il y a les liens en amont. C'est l'anniversaire de quelqu'un. Donc, il y a les liens en amont, c'est-à-dire que les sous-traitants et les fournisseurs vont vouloir se localiser où? Là où il y a les donneurs d'ordre. Et il y a les liens en aval. Les donneurs d'ordre vont vouloir aller où? Là où il y a les sous-traitants. Donc, plus il y a de sous-traitants, plus il va y avoir de donneurs d'ordre, plus il va y avoir de donneurs d'ordre, plus il va y avoir de sous-traitants. Et donc, le créneau, encore une fois, cercle vertueux, fait boule de neige, grossit graduellement. Donc, le pôle s'auto-renforce. Et la troisième raison pour laquelle des industries, des entreprises dans un même secteur d'activité aiment être à proximité, c'est pour le bassin de main-d'œuvre spécialisé. Si vous êtes dans l'aéronautique, puis vous voulez être sûr de toujours avoir des gens spécialisés en aéronautique, vous allez à Montréal. Parce que là, la probabilité de trouver un ingénieur ou un mécanicien spécialisé en aéronautique est beaucoup plus grande que si vous êtes à l'ATUC, mettons. Okay? Et donc, c'est ce qu'on appelle le bassin de travailleurs spécialisés. Et ça fait en sorte que les universités, les cégeps et les commissions scolaires développent des programmes de formation qui sont spécialisés, ce qui renforce encore plus le créneau. Donc, il y a un processus autocumulatif dans le sens où plus il va y avoir de travailleurs qui vont aller dans cette région-là, plus il va y avoir d'entreprises intéressées par le bassin de main-d'œuvre, mais plus il y a d'entreprises, plus il y a des gens qui vont vouloir venir. Donc, encore une fois, j'ai mon effet boule de neige. Donc, en général, les acteurs clés d'un pôle de compétitivité, c'est évidemment les entreprises, donc les donneurs d'ordre et les sous-traitants, les services de consultants et les services de soutien, les autorités publiques locales qui ont un énorme rôle à jouer, les gouvernements, les institutions d'enseignement, les institutions de recherche qui vont venir aider à l'innovation, les institutions de financement qui vont financer les projets, puis les industries connexes. Donc, quel est le rôle des autorités publiques locales dans tout ce processus que j'explique, donc dans le hardware, dans l'organisation du développement régional? Bien évidemment, toujours donner le soutien software, aider à l'exportation, aider au financement des entreprises, favoriser l'entrepreneuriat. Mais ça, je sais que tout le monde fait ça, ce n'est pas un problème. La deuxième chose, c'est de créer cette espèce de culture entrepreneuriale de coopération et de réseautage. Puis être dans le réseautage fort. C'est quoi le réseautage fort? Le réseautage faible, c'est on réunit des gens, des chefs d'entreprise dans un endroit pour un dîner comme aujourd'hui, et les gens parlent du match de hockey d'hier, de leur sortie de pêche, tout ça. Ça, c'est du réseautage, c'est déjà une première étape pour se connaître. C'est bon, mais c'est du réseautage faible. Le réseautage fort, c'est parler de choses qui vont à terme améliorer la productivité de l'entreprise. Donc, parler, par exemple, de dire, bien, as-tu un ingénieur qui ne travaille pas trop cette semaine parce que j'ai vraiment un rush, est-ce que tu pourrais me le prêter? Je vais te le payer à ton taux horaire. Ça, c'est du réseautage fort. Ça contribue directement à la productivité. Et donc, il faut faire la mise en relation parfois parce que quand il n'y a pas cette culture-là qui existe, les gens, souvent, les chefs d'entreprise vont jamais dépasser là, le small talk, le match de hockey, la sortie de pêche, des choses comme ça, parce qu'il y a des relations de confiance qui ne sont pas là. Je vous raconte une anecdote. Dans le coin de Plessisville, il y a une entreprise qui a un sous-traitant aux États-Unis, des gros contrats aux États-Unis, puis on l'a rencontré, puis on lui a demandé, ça c'est dans un parc industriel,
On lui a demandé l'entreprise que juste en face de toi. Est-ce que tu sais c'est qui? Ah oui, c'est monsieur un tel, je le connais bien. OK. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Aucune idée de ce qu'il fait. Il fait exactement ce que ton Américain fait aux États-Unis. Il fait la même affaire. Mais toi, tu payes des frais de transport, puis tu payes en dollars US, tandis que tu pourrais l'avoir juste en face de toi. Puis quand tu n'es pas content, tu traverses la rue, puis tu vas lui parler, c'est très simple. Alors lui, il t'a renversé. Mais c'est ce genre de petit... C'est facile, là. Ça fait un contrat de plus pour la région. Ça, c'est la mise en relation. Mettre les gens en relation, de dire, toi, tu veux exporter au Japon, puis tu es inquiet. J'ai une entreprise qui a déjà exporté au Japon, je vais vous mettre en lien, participer. Encouragement et mobilisation. Donc, encouragement à développer des projets. Donc, on sait que les entreprises répondent pas nécessairement aux incitatifs fiscaux, aux subventions, aux programmes d'aide. Parfois, il faut un petit peu les pousser. Dire, mais il me semble que tu as la capacité, il me semble que ça serait intéressant pour toi. Et la mobilisation, ça, c'est hyper important. Mobiliser les chefs d'entreprise pour que les chefs d'entreprise, pour que les entreprises en général soient partie prenante de la définition d'une stratégie de développement régional et dans la mise en œuvre aussi de cette stratégie-là. Renforcement du capital social, donc cette espèce de création d'un environnement de culture entrepreneuriale où les gens coopèrent et partagent ensemble. Le renforcement des pôles de compétitivité, donc chaque région a des créneaux d'excellence. Et évidemment, le renforcement des relations donneurs-d'ordre des sous-traitants, fournisseurs. Ça, déjà, il y a tout un potentiel de développement régional juste là. Okay. Donc, ça, c'est le concept du orgware en général. Donc, vous voyez que ça touche tout comment on organise les choses. Et là, je vais donner un exemple qui est très particulier, celui des pénuries de main-d'œuvre. Comment on peut attirer de la main-d'œuvre dans les régions. Donc, comment attirer des jeunes dans des PME, comment attirer des jeunes en région. Donc, quel marketing territorial pour vendre la région à des jeunes qui viennent notamment de Montréal et de Québec. Et pour faire ça, on a fait une toute petite étude auprès de jeunes universitaires sur le campus de l'Université Laval à Québec et sur le campus de l'UQAM, Université de Montréal et HEC à Montréal. Donc, on a sondé 748 étudiants au courant du printemps dernier. Et ça, c'était pour un projet chez nous en Mauricie. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la Mauricie, mais les conclusions sont bonnes pour toutes les régions du Québec. Donc, l'âge moyen, c'est 23 ans. On a pris n'importe qui était sur le campus pour autant que c'était un étudiant inscrit. Pourquoi? Bien, parce que peu importe l'âge, peu importe la discipline, chez nous, les pénuries de main-d'œuvre sont tellement grandes qu'on va prendre tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas restreint à certains domaines d'études ou à un âge plus jeune ou plus vieux. Et en fait, on leur a posé 3 types de questions. La première question, c'est dans quel genre d'organisation ils veulent aller travailler. Pourquoi? Mais parce que ce qu'on a compris en lisant la littérature sur ce sujet-là, c'est qu'avant de choisir une région, les jeunes vont vouloir aller travailler pour une entreprise en particulier. Donc, on leur a donné une série de critères. Puis on leur a dit, dites-moi de 1 à 5 à quel point ce critère-là est important quand vous faites le choix de déposer votre CV dans une organisation. Comment vous décidez d'aller travailler pour une organisation plutôt qu'une autre? Et les jeunes, ce qu'ils nous ont répondu, c'est que le plus important pour eux, c'est d'avoir une organisation où il y aura une possibilité d'avancer dans leur carrière. Donc ça, c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2, c'est le salaire offert. Donc ça, c'est toujours le classique. Okay? Donc le salaire, puis pour nous, cette histoire de salaire-là, c'est comme un réflexe naturel. On parle du marché de l'emploi, bien, automatiquement, on dit bien, le salaire, c'est important parce que c'est toujours la principale variable. Le numéro 3, sécurité d'emploi, ça aussi, c'est des conditions de travail. Et le numéro 4, c'est collaboration et coopération entre les employés. Donc, sentir qu'ils font partie d'une famille, des gens qui s'entraident. Relever des défis à la hauteur de mes compétences. Horaire de travail flexible. Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. En fait, ce qu'on s'aperçoit si on regarde ça, c'est que oui, le salaire est important, mais pour les jeunes, les milléniaux, ce qui est le plus important, ce n'est pas le salaire, c'est la réalisation de soi-même. La réalisation dans le travail, puis la réalisation personnelle dans sa vie en dehors du travail aussi.
Donc, ils veulent pouvoir se réaliser dans l'entreprise en relevant des défis, en obtenant de l'avancement, puis en ayant du temps pour leur vie familiale et leur vie personnelle. Ensuite, on leur a posé une deuxième question. Quels sont les facteurs qui pourraient vous convaincre d'aller travailler en région? Donc, en région, c'est n'importe où en dehors de la grande région métropolitaine de Montréal ou de Québec. Ils nous ont dit la principale chose, c'est le coût du logement et le coût de la vie. Okay, ça, on n'est pas tout à fait surpris. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui habitent à Montréal et à Québec. Donc, l'immobilier coûte très cher. Puis parfois, bien, il y a des crises du logement. C'est difficile pour eux de trouver des logements. Donc, c'est une priorité pour eux, le coût du logement et le coût de la vie. Le deux éléments qu'ils nous ont répondu, c'est qu'on veut bien aller travailler en région, mais à proximité de Montréal et de Québec. Et pourquoi ils nous disent ça? Ils disent bien, parce qu'on veut être proche de nos amis, on veut être proche de notre famille, puis on veut être proche de nos habitudes culturelles, puis de nos commerces et magasins. Okay? Alors, ça aussi, je pense que c'est lié au fait qu'ils ont en moyenne 23 ans. Okay? Parce qu'ils ont peut-être une mauvaise connaissance de ce qui se fait en région, puis ils ont encore des forts liens avec leur famille, puis ils n'ont peut-être pas conscience qu'ils peuvent développer un réseau d'amitié ailleurs qu'à Montréal ou à Québec. Le troisième élément, ça revient encore au logement, facilité de trouver du logement. Quatrième, une région dynamique où l'économie est en croissance. Donc, ils veulent être dans un mouvement où il y a de l'activité économique. Puis surtout, ils veulent avoir un plan B, parce que s'ils vont travailler pour une entreprise en région et que ça ne fonctionne pas, ils veulent être sûrs d'avoir un plan B, d'autres entreprises qui pourront les embaucher. Une vie culturelle dynamique, un calendrier des arts et des spectacles qui est diversifié. Ça, c'est fondamental. Ça va revenir ici, dans cette étude-là, un peu plus loin. Et on est en train de terminer chez nous une étude sur l'impact sur le développement régional des arts et de la culture. On s'aperçoit en fait que l'impact est beaucoup plus grand qu'on peut s'imaginer, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire. Un environnement favorable pour les jeunes familles, des installations sportives et de plein air, puis les autres éléments sont un petit peu moins importants. Alors là, une fois qu'on sait dans quel genre d'organisation ils veulent aller travailler, dans quel genre de région ils veulent aller travailler, maintenant, on leur a posé des questions sur leur perception de la Mauricie, parce que nous, on travaille sur la Mauricie. On leur a demandé de nommer 3 choses qui viennent de la Mauricie. N'importe quoi, des personnes, des lieux, des événements, n'importe quoi qu'il y a à la Mauricie dans leur tête. 46 % des gens n'ont pas pu nommer ne serait-ce qu'une chose. Ils ne connaissent rien. Ensuite, il y a des gens qui, tout simplement, nous ont démontré qu'ils connaissaient la géographie. Ils ont dit « Ah, Trois-Rivières, ça, c'est en Mauricie, ça? » Oui. « Shawinigan, c'est en Mauricie, ça? » Oui. Donc, si on additionne ceux qui connaissent leur géographie plus ceux qui connaissent absolument rien de la Mauricie, on atteint 65 %. Donc, ça veut dire qu'il y a 65 % qui, dans les faits, ne connaissent absolument rien de la Mauricie. Puis, je suis à peu près sûr, moi, je suis prêt à mettre ma main dans le feu qu'on doit être la pire région au Québec là-dessus. Parce que je suis sûr que si on dit aux gens, nommez-moi 3 choses du Bas-Saint-Laurent, ils vont en nommer, 99 vont nommer au moins une chose. Je ne sais pas quoi, mais ils vont nommer quelque chose. Si on dit au Saguenay, ils vont nommer, pardon? Gaspésie, ils vont nommer quelque chose. Il va... C'est révélateur. C'est révélateur pour l'ensemble des régions. Oui, tout à fait. Puis après ça, bien, les parcs, ils connaissent le parc de la Mauricie. Okay? Ça, ils connaissent un petit peu, mais pas tant que ça. Okay? Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on leur a dit, si vous trouvez un emploi qui correspond à vos attentes, donc là, c'est un gros si, est-ce que vous êtes prêt à venir travailler en Mauricie? Et là, on a eu de la surprise parce que 56 % des gens sont prêts à venir travailler en Mauricie s'ils trouvent un emploi correspondant à leurs attentes, sachant qu'ils n'ont aucune idée c'est quoi la Mauricie. Okay? Sachant qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'est une région éloignée. Donc, il y a du chemin à faire. Et je me dis que si c'est valable pour une région qu'ils ne connaissent absolument pas, à mon avis, c'est valable pour d'autres régions aussi. Donc, il y a un potentiel quand même de pouvoir attirer des jeunes en région. Donc là, si on combine tout ce qu'on a lu sur ce sujet-là, plus cette étude-là, cette enquête-là, le marketing territorial, c'est d'abord des facteurs régionaux. Donc, des facteurs d'attractivité comme la qualité de vie, la disponibilité, le coût des logements, le coût de la vie,
les arts et la culture, les loisirs, la disponibilité des services et des commerces, les écoles, les politiques familiales, l'accueil des familles. C'est aussi le transport. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont posé des questions. La Mauricie, c'est quoi le transport entre la Mauricie et Montréal? Y a-t-il un train? Ah non, il n'y a pas de train. Y a-t-il des autobus? Oui, il y a des autobus qui font la tournée de l'Est. Ça prend 3 heures pour aller à Montréal, puis ils passent 2 fois par jour. Puis ils nous ont posé une autre question. Est-ce que je peux ne pas utiliser une voiture si j'habite à Trois-Rivières? Je ne veux pas de voiture. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit ça à Montréal. Évidemment, ils sont à Montréal. Hein? Ils ont le métro, ils ont le vélo, tout ça. Mais les jeunes ne sont pas tant attachés à la voiture et ça, c'est un problème. Alors, est-ce qu'il y a du transport en commun à Trois-Rivières? La réponse officielle, c'est oui. Okay. Officieusement, c'est presque pas. Okay. Donc, ça cause un problème. Évidemment, tout le dynamisme économique, c'est super important pour eux parce que c'est l'image même de la région. Donc, avoir des opportunités d'emploi, mais si on parle de dynamisme économique, on parle nécessairement des entreprises. Et là, sur les entreprises, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que pour les jeunes, les valeurs de l'entreprise, c'est super important. Une entreprise qui va polluer, ils ne vont pas vouloir aller travailler. C'est plus comme dans un ancien temps où la priorité, c'était de pouvoir nourrir sa famille, donc on était prêt à travailler pour n'importe qui. Les jeunes apportent une très grande attention aux valeurs, à l'image de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est perçue comme étant ayant du succès, à la fine pointe de la technologique, innovante, etc., etc. Le dynamisme général de l'entreprise, le niveau d'innovation et tout ce qui est les pratiques de ressources humaines, donc les salaires, les conditions de travail, d'autres pratiques comme la conciliation travail-famille, la flexibilité des horaires, tout ça rentre en ligne de compte. Et puis, l'emploi aussi, le type d'emploi. Donc, c'est bien beau d'avoir des entreprises, mais qu'est-ce qu'on cherche comme emploi? Donc, il faut qu'il y ait un défi, il faut que ça soit stimulant, il faut qu'il y ait des possibilités d'avancement. Et c'est la combinaison de tout ça, en fait, qui fait en sorte qu'on a du marketing territorial. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, en termes de marketing territorial, c'est qu'il fallait d'abord vendre les entreprises de la région. Donc, prendre des exemples d'entreprises qui sont effectivement, qui ont une bonne image, qui sont dynamiques et qui ont des bonnes ressources de pratique, des bonnes pratiques de ressources humaines, où le jeune va pouvoir s'y retrouver. Et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. C'est ça le meilleur vecteur marketing pour attirer les jeunes. On a des belles entreprises qui exportent, qui font des belles choses, où vous allez avoir du fun et vous allez pouvoir vous épanouir. Et ensuite, c'est les critères régionaux. En passant, on est une belle région avec une belle qualité de vie, avec toutes sortes d'avantages. Pour le moment, souvent, dans les régions, on fait le contraire. On défend la région, puis on parle un petit peu des entreprises avec le genre de structure industrielle qu'on a. Or, ce que nous, on pense, c'est qu'on devrait faire exactement le contraire. Donc, nos recommandations pour les entreprises, c'est de mettre en œuvre des stratégies de ressources humaines innovantes qui correspondent aux besoins des jeunes. Les jeunes milléniaux sont très spéciaux. On a tendance à poser des jugements sur eux. Okay. Moi, j'ai un peu plus âgé, des fois j'en pose, mais le problème, c'est qu'on a beau poser des jugements qu'on veut, ils sont là, puis on ne pourra pas les changer. Donc, il faut s'adapter en conséquence des pénuries de main-d'œuvre. Il y a des choses très simples. Une entreprise qui a mis un mur rempli de distributeurs de bonbons gratuits. Comme dans les boutiques, là, tout est transparent, puis il faut juste ouvrir, puis ça tombe dans un panier. Ça ne coûte pas cher, puis il paraît que ça marche, là. C'est insignifiant, mais ça marche. Il y en a d'autres qui font toutes sortes de choses. Hein. Il y en a, ils ont des plans d'avancement. Il y en a qui ont dit, OK, c'est quoi ton projet dans la vie? Puis ils essaient d'aligner ça avec les besoins de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se faire dans des pratiques qui sont plus formelles, des pratiques qui sont plus informelles, mais il faut que le jeune puisse sentir qu'il est dans une espèce de projet puis qu'il puisse se réaliser à l'intérieur de ce projet-là. La deuxième chose, c'est que s'il faut mettre de l'avant les entreprises et le dynamisme de l'entreprise, qui sont les meilleurs ambassadeurs pour mettre en œuvre une stratégie de marketing territorial? Bien, c'est les employés. C'est les meilleurs ambassadeurs pour démontrer qu'ils sont heureux dans leur travail puis dans leur entreprise, c'est le fun. Donc, nous, on se dit, si on doit faire une stratégie de marketing territorial, il faudrait mobiliser les employés des entreprises. Maintenant, les recommandations pour les organisations régionales et municipales, c'est d'abord de faire du marketing territorial basé sur le dynamisme des entreprises avant les facteurs régionaux.
mais aussi développer une stratégie communicationnelle qui est régionale et décentralisée. Régionale, pourquoi? Parce que un bassin d'emploi, c'est à peu près 45 minutes, 1 heure du point de résidence. Donc, souvent, les gens sont prêts à faire au maximum 1 heure de déplacement aller pour aller au travail. Puis, les gens aussi, s'ils veulent aller faire des activités, faire du plein air, aller au cinéma, faire des cours de danse, là aussi, ils veulent faire maximum peut-être 30, 40, 45 minutes de déplacement aller. Donc, si on veut attirer un jeune dans une région, il faut lui montrer dans ce périmètre de 45 minutes de route tout ce qui existe en termes d'atouts. Et souvent, les municipalités et les MRC sont trop petites. Donc, le bassin d'emploi est souvent plus large que les municipalités et les MRC, ce qui cause souvent un problème parce qu'on fait des documents de promotion, puis on n'inclut pas nécessairement ce qui peut être autour. Je donne un exemple. Chez nous, à Trois-Rivières, un jeune qui vient de s'installer à Trois-Rivières, il dit « Parfait, pour le plein air, on va où? On va au parc de la Mauricie. » Et ça, c'est à Shawinigan. Je veux un marché public pour acheter des fruits et légumes frais, parce que les jeunes, ils sont végétariens, donc c'est la nouvelle mode. Pas juste les jeunes, là, mais... donc, le marché public, il n'est pas à Trois-Rivières, il est à Bécancour, l'autre côté du pont. Okay? Donc, on veut aller à la pêche. Ah, OK, bien, c'est tel endroit. On veut avoir les meilleurs cours de danse. On a un danseur professionnel qui est plutôt dans le coin de Shawinigan. Donc, vous voyez que si on veut recueillir tous les atouts que l'on a à proximité, il faut dépasser les frontières de Trois-Rivières parce que sinon, on va manquer des éléments qui sont très attractifs. Et le décentralisé, ça veut dire qu'on en revient ici à recourir à des employés. Comme si ce sont les employés qui sont les meilleurs ambassadeurs, bien, il faut que la stratégie soit décentralisée auprès de toute la communauté qui elle-même prend en main cette mise en œuvre de la stratégie. Par exemple, à travers les réseaux sociaux. On pourrait imaginer d'avoir une identité visuelle commune à tout le monde, une espèce de stratégie commune à tout le monde, mais tout le monde la met en œuvre de façon individuelle à travers ses propres réseaux sociaux ou à travers son réseau de contacts. Sauf que là, si vous croyez en mon histoire ici, que ça prend tous ces éléments-là pour attirer la main-d'œuvre, bien, vous voyez que tout ça, ça touche à beaucoup de vecteurs différents et à beaucoup d'institutions différentes. Parce que ça touche au logement, donc ça va toucher aux trucs municipaux, à l'urbanisme, ça touche aux arts et la culture, ça touche aux écoles, ça touche aussi aux institutions d'enseignement, donc ça touche les commissions scolaires, les cégeps, les universités, ça touche aux PME, ça touche aux conditions de travail. Donc, ici, si votre problème, c'est les pénuries de main-d'œuvre, bien, il faut s'attaquer. Oui. Oui. Un n'empêche pas l'autre. Parce qu'il faut que, dans le fond, il faut qu'une municipalité puisse avoir son identité. Il faut qu'une MRC puisse avoir son identité, mais il ne faut jamais oublier que le jeune qui vient de Montréal, lui, il n'est pas encore partie prenante de cette identité-là. Et lui, avant d'être partie prenante de cette identité-là, il veut juste savoir qu'est-ce que j'ai à proximité. Donc, puis ça s'emboîte, en fait. Hein? Donc, tout est complémentaire. Comme chez nous, en Mauricie, le problème que l'on a, pourquoi on n'a pas de marketing territorial, la raison est très, très simple. C'est la guerre épique entre Shawinigan et Trois-Rivières. Okay? Donc, si vous voulez filmer une télé-réalité, venez filmer Trois-Rivières et Shawinigan. Okay? Donc, vous allez avoir un grand succès. Donc, ça ne sert à rien d'appeler le maire de Trois-Rivières ou le maire de Shawinigan de dire on va faire du marketing territorial régional. On va dire non, 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 ça, c'est les municipalités, ça. Puis on a un super bon branding. Puis Trois-Rivières, un très bon branding, vous l'avez peut-être vu, c'est très Trois-Rivières, donc très culture, très économique. Donc le TR de Trois-Rivières, on l'utilise pour faire très quelque chose. Donc très, très bon marketing, on ne veut pas l'enlever. Sauf qu'on ne défend pas l'entièreté du bassin économique et du bassin d'atouts que l'on a. Parce que quelqu'un peut travailler à Trois-Rivières, puis aller travailler dans les entreprises de haute technologie de Shawinigan. Donc, il va être à Trois-Rivières pour un paquet de raisons, parce qu'il est à proximité des bonnes écoles, parce qu'il y a des services, tout ça. Mais l'entreprise qui est dynamique dans son domaine, elle est à Shawinigan. Oui. Je ne sais pas si Pascal est là. Pascal Dumont-Bédard. Il est là.
simplement dire, par rapport au portail, peut-être de ça que tu voulais parler, Annie? Oui, on mise beaucoup sur la proximité de Québec. Là, vous parliez de 45 minutes. Ouais. Nous, on est à un peu plus de 45 minutes, mais de la Pocatière, on n'est pas très loin de Lévis, de Québec. Puis sur le portail, on mise beaucoup là-dessus. Oui, on mise là-dessus, mais on mise également sur la complémentarité de nos municipalités parce que c'est pas parce que dans une municipalité que tu n'as pas quelque chose, peut-être que tu l'as dans une autre ailleurs. Donc, nous, la démarche de marketing territorial est vraiment à l'échelle de la MRC, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière jusqu'à Saint-Alexandre. On a 17 municipalités, 20 000 citoyens. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Mais pour le Bas-Saint-Laurent, la région administrative au complet, présentement, on est en démarche de marketing territorial. Là, ça compte 8 MRC. Oui, j'ai rencontré d'ailleurs la personne qui était responsable. Oui. Et au Kamouraska, c'est comme ça qu'on l'a fait. Puis on a des partenaires, entreprises et organismes ici avec nous. Et évidemment, la MRC Kamouraska. Okay. Mais ce n'est pas une critique par rapport à votre région, hein, parce que je sais que vous êtes en train de vous organiser, là, puis je parle à gauche, à droite, là, vous avez, je vais en reparler, là, mais vous avez compensé pour l'abolition de la CRE, ce qui est une bonne chose, là, mais ce que je voulais démontrer ici, en fait, c'est que pour juste cet objectif-là, travailler sur les pénuries de main-d'œuvre, ça touche à beaucoup de responsabilités, que ce soit, bon, chez nous, en Mauricie, on est la pire région pour le décrochage scolaire. Donc ça empire les pénuries de main-d'œuvre. Donc, il faut travailler avec les commissions scolaires, il faut travailler avec les institutions d'enseignement. Si on parle d'attractivité, de la qualité de vie, c'est l'urbanisme, c'est les municipalités, c'est l'immobilier, c'est les infrastructures de transport, de loisirs et de culture. Mais souvent, toutes ces petites boîtes-là, c'est des institutions différentes avec leurs propres objectifs qui peuvent peut-être travailler ensemble ou pas. Mais le hardware, c'est ça, c'est que vous voyez que si on veut obtenir vraiment de l'attractivité, tout le monde doit s'aligner sur la même stratégie et doit être coordonné et cohérent. Et donc, il faut faire travailler tous ces gens-là ensemble. Et si je parle de l'exportation, là, je ne le ferai pas parce que j'ai manque de temps, mais si je parle d'exportation, vous voulez favoriser l'exportation, ça touche à tellement de petits domaines différents qui peuvent être sous la responsabilité d'organisations qui sont différentes aussi. Et la coordination territoriale, ici, je vous ai mis, je ne peux pas vous le nommer, c'est confidentiel, mais c'est un secteur d'activité très important pour la Mauricie. Puis on a demandé aux entreprises de nous donner leur liste de sous-traitants et de fournisseurs et le code postal. On voulait savoir, vos fournisseurs et sous-traitants, ils sont où? Alors, évidemment, il y a une concentration à Montréal, il y a une concentration au Québec, mais on voit qu'il y a une très belle dorsale entre Shawinigan et Bécancour, qui est l'autre côté du pont, qui est au centre du Québec. Donc, on voit cette dorsale-là et on a dit, ça, c'est le territoire économique de votre secteur d'activité. Et donc, si on veut renforcer l'ensemble de ce secteur d'activité-là, qui est un créneau d'excellence à quart, il faut travailler à cette échelle-là. Et on ne peut pas juste travailler sur la Mauricie, puis on ne peut pas travailler juste sur le centre du Québec parce qu'il nous manque une partie de la structure. Donc, ça a forcé toutes les organisations socio-économiques plus institutionnelles à devoir se changer à l'interne pour pouvoir être à cheval entre deux régions administratives parce que la réalité économique était faite comme ça. Le problème, c'est que le développement régional au Québec est morcelé. Donc, toutes des organisations qui ont des missions très particulières, mais qui sont différentes. Les municipalités, Emploi Québec, Investissement Québec, les Créneaux à quart, SADC, le bureau régional, en fait, c'est plus le MECI, c'est le MEI, etc., les commissions scolaires. Et comme je le disais tantôt, ça a été tout chamboulé avec la disparition des conférences régionales des élus, qui était une organisation qui était très utile en région, et l'affaiblissement des structures de CLD. Donc, on a un besoin de coordination qui est horizontale entre les organismes locaux dans une région et verticale entre ce qui est local, provincial et fédéral. Donc, l'approche régionale croissance endogène, pour pouvoir faire une stratégie de développement régional, il faut partir des besoins du milieu et en particulier sur les besoins des entreprises. Pourquoi? Parce qu'à terme, qui vont créer les emplois et les investissements, ce sont les entreprises. Donc, il faut partir au plus proche des problématiques des entreprises et des opportunités des entreprises et construire à partir de ça pour monter la stratégie. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le partenariat public-privé, pas au sens financier pour construire des ponts ou des autoroutes, mais au sens sociologique où on co-construit une stratégie de développement régional avec les entreprises qui, parfois, dans certaines régions, sont assez absentes de ce genre de discussion-là. Importance d'intégrer les leaders d'affaires dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie. Donc, le rôle des autorités locales dans tout ça, c'est chef d'orchestre.
Et donc, ça prend un chef d'orchestre pour coordonner tout le monde avec chacun des objectifs et des missions différentes pour pouvoir se coordonner pour remplir un objectif précis, par exemple, remplir les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Pour s'assurer qu'il y ait une cohérence de la stratégie dans tous ces éléments, dans toutes ces dimensions du développement régional, Community-Based Approach, c'est de partir de la communauté pour construire, donc en particulier de la communauté entrepreneuriale. Et le dernier élément, c'est l'évaluation et le suivi. En matière de développement régional, on s'est aperçu qu'au Québec, il y a très peu de régions qui font de l'évaluation et le suivi des stratégies de développement régional. Donc, ça veut dire d'avoir des indicateurs d'évaluation pertinents, d'une évaluation qui est régulière et la redéfinition de la stratégie, la publicisation. Pourquoi on parle de ça? Bien, parce que si la stratégie, après 2, 3, 4 ans, fonctionne, il faut le dire. Il faut faire énormément de publicité pour le dire parce que ça redonne confiance aux agents économiques. Les choses se portent bien, il y a un effet mobilisateur. Par contre, s'il y a des éléments de la stratégie qui fonctionnent moins, il faut aussi tout autant le dire pour crédibiliser sa stratégie. De dire, bon, bien, on voit que sur certains éléments, ça fonctionne moins bien, on va modifier la stratégie pour en tenir compte. Donc, soit vous faites de la publicité sur la stratégie parce que ça marche pour créer de l'engouement, créer de la confiance, soit que vous faites de la publicité sur des éléments qui fonctionnent un tout petit peu moins pour crédibiliser la démarche. Donc, les facteurs clés de succès du développement régional, de ce qu'on en a compris, c'est la cohérence de la stratégie entre tous ces éléments. Être multidimensionnel, donc vous avez vu, pour les pénuries de main-d'œuvre, il fallait travailler à la fois sur le système d'éducation, sur l'urbanisme, sur l'immobilier, sur les arts et la culture. Donc, c'est beaucoup d'éléments très, très différents. Donc, c'est multidimensionnel. Avoir la coopération régionale, favoriser le réseautage fort, les mesures software, donc l'aide aux entreprises. Territorialiser, ça veut dire travailler sur le bon territoire économique, malgré les frontières administratives qui souvent ne coïncident pas nécessairement avec les territoires économiques. Partir de la communauté, en particulier la communauté d'affaires. La mobilisation de tous les acteurs socio-économiques. Il faut que cette stratégie-là soit acceptée, reconnue et visible pour tous. Ça, c'est excessivement important. Je vous donne un exemple. Si je demande à n'importe qui marche dans la rue à Shawinigan, c'est quoi la stratégie économique de votre ville? Ils vont me répondre au moins une chose. Ah, l'entrepreneuriat, ah, le job, ils vont répondre quelque chose, c'est sûr. À Trois-Rivières, si je pose à un kidam dans la rue, c'est quoi la stratégie économique de votre ville? Ils vont avoir énormément de difficultés à répondre quelque chose. Et ça change tout parce que les futurs entrepreneurs, on ne sait pas où ils sont. Mais s'ils sentent qu'il y a une espèce de mobilisation en faveur de l'entrepreneuriat et une stratégie qui est claire, ils vont peut-être s'y inscrire. Même chose pour les investisseurs, même chose pour les chefs d'entreprise qui ont des projets. Il faut qu'elle soit pensée évidemment à long terme et il faut qu'il y ait du suivi de l'évaluation. Donc voilà, tout ça, en fait, c'était le hardware avec l'exemple des stratégies de pénurie de main-d'œuvre et de marketing territorial.